La jeune fermière est restée paralysée lorsqu'on l'a forcée à épouser le fils du millionnaire pour lui donner une leçon. Le soleil de fin d'après-midi inondait le bureau de François Delcourt d'une lumière dorée qui ne parvenait pas à réchauffer l'atmosphère glaciale de la pièce. Assis derrière son imposant bureau en chêne massif, l'homme de 55 ans tenait entre ses mains une photographie au bord usé, décolorée par le temps et les milliers de fois où il l'avait contemplée. Sur l'image, une fillette de 5 ans lui souriait, ses yeux pétillants de cette innocence que seuls possèdent les enfants. Sophie, sa petite Sophie, 20 ans, 20 putains d'années qu'elle avait disparu. François passa son pouce sur le visage de sa fille, comme s'il pouvait encore sentir la douceur de sa joue sous ses doigts. Le marché de Lyon, ce jour maudit, la foule compacte, les étals colorés, les cris des marchands. Il avait lâché sa main. Juste une seconde. Le temps de payer le fromager, quand il s'était retourné, elle n'était plus là, envolée, comme si elle n'avait jamais existé. Il reposa la photo sur son bureau et se leva pour contempler par la fenêtre l'étendue de son domaine. Le château Delcourt se dressait fièrement au cœur de la Provence, ses pierres claires brillant sous le soleil couchant. Des hectares de vignes et de champs s'étendaient à perte de vue. Un empire agroalimentaire qu'il avait bâti de ses mains, pierre après pierre, contrat après contrat. Mais tout cet argent, tout ce pouvoir, ça n'avait jamais comblé le vide. Des pas résonnèrent dans le couloir. François n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui approchait. Il reconnaissait cette démarche nonchalante, presque arrogante. « Tu voulais me voir ?» lança Bastien en poussant la porte sans frapper. François fit volte-face. Son fils unique, 28 ans, se tenait dans l'embrasure avec cette expression blasée qu'il affichait en permanence. Cheveux en bataille, chemise froissée, relents d'alcool et de parfums bon marché, les stigmates d'une énième nuit de débauche. « Assieds-toi », dit François d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Bastien haussa les épaules et s'affala dans le fauteuil en cuir, jambes écartées, un sourire cynique aux lèvres. « Laisse-moi deviner. Encore un sermon sur mes responsabilités ? Sur le fait que je gâche ma vie ? Non, répondit François en retournant s'asseoir. Cette fois, on va passer aux actes. Quelque chose dans le ton de son père fit disparaître le sourire de Bastien. Il se redressa légèrement, soudain attentif. « Tu vas te marier ?» annonça François. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Bastien cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Pardon, tu m'as très bien compris, tu vas te marier. » Un rire incrédule s'échappa de la gorge de Bastien. « Te fous pas de ma gueule, papa. Me marier ? Avec qui ? Une de tes copines de bridge ? Avec une paysanne, cette fois ?» Bastien resta bouche bée. Il dévisagea son père comme s'il venait de lui annoncer qu'il avait décidé de vendre le château pour partir vivre dans un monastère tibétain. « Une paysanne », répéta-t-il d'une voix étranglée. François se cala dans son fauteuil, les mains jointes devant lui. « Une jeune femme humble, qui connaît la valeur de la terre, du travail, de l'effort, quelqu'un qui pourra peut-être t'enseigner ce que l'argent ne t'a jamais appris. Le respect, la dignité, la vraie valeur des choses. T'es devenu complètement cinglé, » explosa Bastien en bondissant de son siège. « Je refuse, tu peux pas me forcer à... »« Oh si, je peux, » le coupa François d'une voix glaciale. « Soit tu acceptes ce mariage, soit tu perds tout, ton héritage, ton nom, ta carte bancaire, ton appartement à Paris, ta voiture, tout ce que tu crois te revenir de droit. Tu te retrouveras dans la rue avec rien d'autre que les fringues que t'as sur le dos. » Bastien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il chercha dans les yeux de son père une trace d'hésitation, une faille, la preuve que c'était une mauvaise blague. Mais il ne trouva qu'une détermination implacable. « Tu ferais pas ça, » souffla-t-il. « Et c'est pour voir. » Les deux hommes se toisèrent en silence. Finalement, Bastien tourna les talons et quitta la pièce en claquant la porte si fort que le cadre trembla. François ne broncha pas. Il savait que son fils reviendrait. Il n'avait pas le choix. Il reporta son regard sur la photographie de Sophie. « Pardonne-moi, ma chérie, » murmura-t-il, « mais je ne peux pas perdre un autre enfant. » À 400 kilomètres de là, dans la région aride de l'Occitanie, Émilie Morel essuyait la sueur de son front d'un revers de main. Le soleil tapait dur sur les champs de maïs, transformant la terre rouge en fournaise. Ses mains calleuses,
serrait la faucille avec une aisance née de 20 années de labeur. À 25 ans, Émilie avait le corps tanné d'une femme qui avait passé sa vie dehors. Ses cheveux châtains attachés en queue de cheval étaient décolorés par le soleil, sa peau dorée marquée de petites cicatrices. Souvenirs d'épines, d'outils mal maniés, de chutes dans les champs. Mais c'étaient ses yeux qui racontaient la vraie histoire. Noisettes foncées, il portait une tristesse ancienne qu'aucun sourire ne parvenait jamais vraiment à effacer. « Émilie, ma petite », appela une voix tremblante depuis la ferme. Émilie se redressa et aperçut Madame Rose sur le pas de la porte, son corps frêle vacillant légèrement. La vieille femme avait 82 ans et la santé déclinante. Elle était la seule mère qu'Émilie ait jamais connue. « J'arrive, maman. » Elle déposa sa faucille et traversa le champ en courant. Madame Rose l'avait trouvée sur une route poussiéreuse 20 ans auparavant, une fillette de 5 ans, seule, désorientée, incapable de se souvenir d'où elle venait. Madame Rose l'avait recueillie, nourrie, aimée comme sa propre fille. Émilie ne gardait presque aucun souvenir d'avant. Juste des fragments, une voix d'homme qui chantait, l'odeur d'un parfum cher, des murs blancs immenses, et ce collier en or avec la lettre S qu'elle portait toujours cachée sous sa chemise. Son seul lien avec un passé effacé. En arrivant à la ferme, elle remarqua une grosse voiture noire garée devant la maison. Son cœur se serra. Les voitures comme ça n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. À l'intérieur, 2 hommes en costume attendaient au salon. Madame Rose était assise dans son vieux fauteuil, le visage livide. « Mademoiselle Morel ?» demanda le plus grand des 2 hommes. « C'est moi », répondit Émilie en s'essuyant les mains sur son jean. « Nous venons de la part de Monsieur François Delcourt. Nous avons une proposition à vous faire. » Les 20 minutes qui suivirent furent les plus surréalistes de la vie d'Émilie. Un mariage, avec un parfait inconnu, le fils d'un riche industriel. En échange, toutes les dettes de la ferme seraient effacées. Madame Rose pourrait vivre ses dernières années sans l'angoisse de perdre sa maison. « Vous êtes sérieux ?» finit par demander Émilie, abasourdie. « Très sérieux, mademoiselle. Monsieur Delcourt souhaite une réponse sous 48 heures, après leur départ. » Émilie se tourna vers Madame Rose. La vieille femme pleurait en silence. « Je peux pas te demander ça, ma petite. C'est trop. » Émilie s'agenouilla devant elle et prit ses mains ridées dans les siennes. « Tu m'as sauvé la vie, maman. Tu m'as tout donné. C'est mon tour maintenant. Mais épouser un inconnu, c'est juste un contrat. » La rassura Émilie avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait. « Ça peut pas être pire que de te voir perdre cette ferme. » Cette nuit-là, allongée dans son petit lit, Émilie porta la main à son collier. La lettre S brillait faiblement dans l'obscurité. Elle ne savait pas qui elle avait été, mais elle savait qui elle était maintenant. Une fille qui n'abandonnerait jamais la seule famille qu'elle avait, même si ça signifiait se vendre à un étranger. Le trajet depuis l'Occitanie jusqu'au château Delcourt avait duré 6 heures. 6 heures pendant lesquelles Émilie avait regardé défiler le paysage par la vitre de la voiture luxueuse, les mains crispées sur son petit sac à dos contenant tout ce qu'elle possédait. Madame Rose lui avait glissé une photo d'elle deux dans la poche. « Pour que tu te souviennes d'où tu viens, ma petite. » Quand le château apparut enfin au détour d'une allée bordée de cyprès, Émilie sentit sa gorge se nouer. C'était immense, magnifique, intimidant. Les pierres claires brillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Les jardins impeccablement entretenus s'étendaient à perte de vue. Un monde à des années-lumière de sa petite ferme poussiéreuse. La voiture s'arrêta devant le perron. Un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants descendit les marches pour l'accueillir. François Delcourt, même à distance, Émilie pouvait sentir le poids de son regard sur elle. « Mademoiselle Morel, bienvenue au château Delcourt. » Sa voix était grave. Mesurée, Émilie descendit de voiture, lissant nerveusement sa simple robe en coton, la plus belle qu'elle possédait, mais qui semblait misérable dans ce décor. « Monsieur Delcourt, » répondit-elle en lui serrant la main. Quelque chose traversa le regard de François quand leurs yeux se croisèrent. Un éclair de surprise, peut-être, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. « Mon fils va vous rejoindre dans un instant. En attendant, permettez-moi de... » Alors c'est elle. La voix venait du haut des marches. Émilie leva les yeux et découvrit un jeune homme d'environ 28 ans qui descendait vers eux d'un pas nonchalant. Bastien, grand, les cheveux sombres en désordre,
Une chemise blanche à moitié déboutonnée. Beau, elle devait l'admettre. Mais ses yeux portaient une dureté qui la fit frissonner. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et la toisa de haut en bas, avec un mépris non dissimulé. « C'est ça, ta grande idée, papa ?» lâcha-t-il d'un ton glacial. Une paysanne crasseuse pour m'apprendre l'humilité. Le sang d'Émilie ne fit qu'un tour. Elle redressa le menton, plantant son regard dans celui de Bastien. « J'ai pas besoin de votre approbation. Monsieur, je suis venue parce que ma famille en a besoin. Mais confondez pas ça avec de la faiblesse. Je vous crains pas. » Le silence qui suivit était électrique. Bastien cligna des yeux, visiblement surpris. Personne ne lui parlait sur ce ton. Jamais, quelque chose passa sur son visage, de la colère, de l'étonnement. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. François observait la scène avec une expression indéchiffrable. Puis son regard se posa sur le cou d'Émilie. Une légère brise avait soulevé le col de sa robe, révélant pendant une fraction de seconde un éclat doré, un collier. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il brusquement. Émilie porta instinctivement la main à son cou, surprenant le bijou sous ses doigts. « Rien, juste, un souvenir. Montrez-moi, » insista François. Et quelque chose dans sa voix fit qu'Émilie ne put refuser. Elle sortit le collier de sous sa robe, une fine chaîne en or portant un pendentif simple, la lettre S. François se figea complètement. Son visage devint d'une pâleur cadavérique. Sa main se tendit vers le bijou, tremblante. Mais il se retint de le toucher au dernier moment. « Où avez-vous trouvé ça ?» souffla-t-il d'une voix brisée. Émilie fronça les sourcils, déconcertée par sa réaction. « Je l'ai toujours eu. C'est la seule chose de mon passé. Je l'avais quand Madame Rose m'a trouvé sur la route, il y a 20 ans. » François recula d'un pas, comme frappé. Ses lèvres remuèrent, sans qu'aucun son n'en sorte. Bastien, intrigué par la réaction de son père, s'approcha. « Papa, ça va. » Mais François ne répondit pas. Il fixait le collier comme s'il venait de voir un fantôme. Finalement, il se reprit, s'éclaircit la gorge. « Pardonnez-moi ce bijou. Il ressemble à quelque chose que j'ai connu autrefois. Une simple coïncidence, sans doute. » Mais Émilie vit ses mains trembler quand il tourna les talons pour entrer dans le château. « Installez Mademoiselle Morel dans la chambre d'amis, » lança-t-il à un domestique. « Je dois m'occuper de quelque chose d'urgent. » Il disparut dans le château, laissant Émilie et Bastien seuls sur le perron. Le jeune homme la regardait maintenant avec une expression différente. Moins de mépris, plus de curiosité méfiante. « Vous êtes qui, vraiment ?» demanda-t-il à voix basse. « En quelqu'un qui aimerait bien comprendre ce qui vient de se passer ?» répondit Émilie. Dans son bureau, François tremblait de tous ses membres. Il ouvrit un tiroir secret de son bureau et en sortit un petit écrin de velours noir. À l'intérieur, reposait un collier identique à celui qu'Émilie portait. Exactement identique. 25 ans auparavant, il en avait fait fabriquer 2 par un joaillier de Lyon, un pour lui, un pour Sophie. « Comme ça, tu seras toujours avec papa », lui avait-il dit en le lui passant au cou. Elle avait 5 ans. Elle ne l'avait jamais enlevé. Le jour de sa disparition, elle le portait. François s'effondra dans son fauteuil, le collier serré dans son poing. Ce n'était pas possible. C'était une coïncidence. Ça devait l'être. Mais dans sa poitrine, son cœur cognait avec une violence insupportable. Il attrapa son téléphone d'une main tremblante et composa un numéro. « Allô, Gilberte, c'est François Delcourt. J'ai besoin de vos services. Une enquête. Discrète, très discrète. » Il donna les informations sur Émilie. Son nom, son âge approximatif, l'endroit où elle avait été trouvée, et surtout, il voulait un test ADN, sans qu'elle le sache, si possible. Un verre qu'elle aurait bu, un cheveu, n'importe quoi. Il raccrocha et regarda de nouveau le collier dans sa main, puis la photographie décolorée de Sophie sur son bureau. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Est-ce que c'est possible ?» À l'étage supérieur, dans une des fenêtres donnant sur la cour, une silhouette observait la scène. Véronique Delcourt, sœur cadette de François et directrice financière de l'entreprise familiale, tenait un verre de vin rouge d'une main parfaitement manucurée. Elle avait tout vu. L'arrivée d'Émilie, la réaction de François au collier, l'expression sur son visage, son propre visage, habituellement composé et élégant, était maintenant d'une pâleur maladive. Ses doigts se crispèrent sur le verre au point que ses jointures blanchirent. Non,
murmura-t-elle. Non, 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 pas elle, pas maintenant, pas après tout ce temps. Elle vida son verre d'un trait et quitta la fenêtre. Il y avait des coups de fil à passer, des dispositions à prendre. Cette fille, qui qu'elle soit, ne devait pas rester ici. Elle ne devait pas poser de questions. Elle ne devait pas faire ressurgir le passé. Véronique avait passé 20 ans à enterrer des secrets. Elle n'allait pas laisser une petite paysanne tout détruire. Cette nuit-là, Émilie ne parvint pas à dormir. La chambre qu'on lui avait attribuée était plus grande que toute sa maison à la ferme. Le lit était si doux qu'elle avait l'impression de flotter. Mais le luxe ne parvenait pas à calmer son esprit agité. Elle pensait à la réaction de François, à ce collier qu'elle portait depuis toujours, à Bastien et son regard méprisant qui s'était transformé en quelque chose de plus complexe. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Le domaine s'étendait sous le clair de lune, paisible et silencieux. Mais Émilie sentait que sous cette tranquillité apparente, quelque chose bouillonnait. Elle porta la main à son collier. « Qui es-tu vraiment, Émilie Morel ?» se demanda-t-elle à voix basse, dans son sommeil agité qui finit par venir aux premières heures de l'aube. Elle rêva d'un homme en costume gris qui lui chantait une berceuse, d'un grand château blanc, d'une voix qui murmurait « Je te laisserai jamais, Sophie, jamais !» Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, des larmes sur les joues. Les 5 jours suivants furent un calvaire. François avait insisté pour qu'Émilie et Bastien passent du temps ensemble, pour apprendre à se connaître avant le mariage, avait-il dit avec une fermeté qui n'admettait aucune contestation. Résultat, chaque matin, Émilie se retrouvait coincée avec un homme qui semblait prendre un malin plaisir à la rabaisser. « Tu tiens ta fourchette comme une paysanne », lança Bastien lors du petit déjeuner du 3e jour. Émilie posa son couvert avec une lenteur délibérée et le regarda droit dans les yeux. « Bizarrement, ça m'a jamais empêché de manger, contrairement à toi qui passes plus de temps à critiquer qu'à avaler quoi que ce soit. » Un sourire narquois étira les lèvres de Bastien. Quelque chose dans ces échanges commençait à l'amuser malgré lui. Cette fille ne baissait jamais les yeux. Elle ne s'excusait pas. Elle ripostait. Toujours. « T'es consciente que tu vas devoir apprendre les bonnes manières », insista-t-il. « On peut pas te présenter en société comme ça. Qui a dit que je voulais être présentée en société ? J'ai accepté un contrat de mariage. Pas une transformation en poupée mondaine. » Bastien secoua la tête. Mais Émilie ne manqua pas l'étincelle d'amusement dans son regard. Il commençait à baisser sa garde, même s'il refusait de l'admettre. L'après-midi, François les força à visiter les vignobles ensemble. Bastien marchait devant, les mains dans les poches, expliquant d'un ton monocorde l'histoire du domaine. Émilie écoutait à moitié, plus intéressée par la terre sous ses pieds, la qualité du sol, l'espacement entre les vignes. « Tu fais pas trop attention », remarqua Bastien en se retournant. Au contraire, je regarde ce qui compte vraiment. Tes vignes sont mal espacées pour la qualité du sol ici. Et vous arrosez trop, ça va noyer les racines sur le long terme. Bastien s'arrêta net, déconcerté. Comment tu peux savoir ça ? J'ai passé 20 ans dans les champs. Je reconnais la terre malade quand j'en vois. Pour la première fois... Bastien la regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect, très fugace, mais présent. Puis il se détourna brusquement, comme gêné par ce moment de faiblesse. Mais le pire, c'était cette sensation étrange qu'Émilie déclenchait en lui. Quand elle était trop proche, Bastien ressentait une sorte de malaise, un frisson désagréable qui lui parcourait la colonne vertébrale. Pas du dégoût, non, quelque chose de plus troublant, comme si son corps lui hurlait un avertissement que son esprit refusait d'entendre. Plusieurs fois, il avait failli lui prendre la main pour l'aider à franchir une clôture ou à descendre un escalier. Mais à chaque fois, au dernier moment, une vague de nausée l'arrêtait. Il se reculait, bafouillait une excuse. Émilie le remarquait. Elle voyait l'hésitation dans ses gestes, la confusion dans ses yeux. Mais elle ne comprenait pas plus que lui. Le 6e soir, François organisa un dîner formel pour présenter Émilie à quelques membres de la haute société locale. Émilie enfila la seule robe convenable qu'on lui avait achetée. Un fourreau bleu nuit, simple mais élégant. Elle se regarda dans le miroir et eut l'impression de voir une étrangère. La salle à manger brillait de 1000 feux, lustres en cristal, argenterie étincelante, verres en cristal fin. Une dizaine d'invités déjà attablés la dévisagèrent quand elle entra. Les femmes avec une curiosité méprisante,
les hommes avec une pitié mal dissimulée. « Ah, voici mademoiselle Morel », annonça François en se levant, « la future épouse de mon fils. » Émilie prit place à côté de Bastien, qui lui lança un regard indéchiffrable. Le repas commença dans un brouhaha de conversations polies, mais Émilie sentait les regards appuyés, les chuchotements à peine voilés. Alors, mademoiselle Morel, lança une femme d'une 50aine d'années couverte de bijoux. « Vous venez d'où exactement ?»« De l'Occitanie, madame, une petite ferme. »« Oh, comme c'est pittoresque !» sourit la femme avec condescendance. « Et vous avez fait des études ?»« J'ai arrêté l'école à 16 ans pour aider ma mère à la ferme. » Un silence embarrassé s'abattit sur la table. Les invités échangèrent des regards entendus. « Bien sûr, reprit la femme. « Le travail manuel a aussi sa valeur. »« J'imagine. » Émilie serra sa fourchette si fort que ses jointures blanchirent. Elle sentait l'humiliation monter, brûlante, dans sa gorge. Ces gens la regardèrent comme une curiosité, un animal de foire. Au moins, elle sait ce que c'est que de travailler, intervint soudain Bastien d'une voix glaciale. Tous les regards se tournèrent vers lui. Stupéfait, Bastien posa son verre et regarda la femme droit dans les yeux. Contrairement à certaines personnes ici qui n'ont jamais touché la terre de leur vie et qui se permettent de juger ceux qui les nourrissent, le silence devint pesant. La femme rosit, vexée. François observait son fils avec une expression surprise et peut-être un soupçon de fierté. Émilie, elle, fixait Bastien avec incrédulité. Il venait de la défendre, lui, l'homme qu'il avait traité de paysanne crasseuse, quelques jours plus tôt. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Quelque chose passa entre eux, une compréhension muette, un début fragile de respect mutuel. Puis Bastien détourna les yeux, mal à l'aise, et vida son verre d'un trait. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Les invités partirent tôt, prétextant divers engagements. Quand le dernier fut parti, François se tourna vers Bastien. « C'était inattendu », dit-il simplement. Bastien haussa les épaules. Elle méritait pas ça. Il quitta la pièce avant que son père ne puisse répondre, laissant Émilie seule avec François. « Il n'est pas aussi mauvais qu'il veut le faire croire », murmura François. « Il est juste, perdu. » Émilie hocha la tête, incapable de formuler les émotions contradictoires qui la traversaient. Cette nuit-là, incapable de dormir, Émilie décida d'explorer le château. Les couloirs étaient plongés dans la pénombre, éclairés seulement par quelques lampes de sécurité. Elle marchait pieds nus sur le marbre froid, laissant ses pas la guider au hasard. Elle s'arrêta devant une porte entr'ouverte au bout d'un couloir. Une lumière douce filtrait de l'intérieur, poussée par une curiosité irrésistible. Elle poussa doucement la porte. C'était une chambre d'enfant, mais pas n'importe quelle chambre. Une chambre figée dans le temps. Les murs étaient peints en rose pâle, couverts de dessins d'animaux. Un lit à baldaquin blanc trônait au centre, couvert de peluches, des jouets soigneusement rangés, des livres d'enfants alignés sur une étagère. Émilie entra lentement, comme hypnotisée. Tout était impeccable, préservé, comme un sanctuaire. Sur la table de chevet, une photo dans un cadre argenté attira son attention. Elle s'en approcha et sentit son cœur manquer un battement. C'était la photo d'une petite fille, 5 ans peut-être, des cheveux châtains, des yeux noisettes. Elle souriait à l'appareil, tenant la main d'un homme, François, mais plus jeune, le visage non marqué par le chagrin. Émilie saisit le cadre d'une main tremblante. Cette petite fille, quelque chose en elle semblait si familier. Si, son regard tomba sur un ourson en peluche, posé sur le lit. Un vieil ourson usé, avec un œil qui manquait, sans réfléchir. Elle tendit la main et le toucha. Et soudain, ce fut comme si un barrage se rompait dans son esprit. Un flash, un souvenir. Elle avait 5 ans. Elle serrait cet ourson contre elle. Un homme chantait une berceuse. « Fais de beaux rêves, ma Sophie. » Des murs blancs. Une odeur de lavande. Une sensation de sécurité absolue. Émilie lâcha l'ourson comme s'il l'avait brûlé. Elle recula, le souffle court. Les larmes aux yeux. C'était impossible. Ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas avoir été ici. Elle ne pouvait pas. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Émilie se retourna brusquement. Bastien se tenait dans l'embrasure de la porte, torse nu, pantalon de pyjama froissé. Il avait dû entendre du bruit. « Je suis désolée », balbutia Émilie, les joues inondées de larmes. « Je dormais pas et je… » Bastien entra dans la chambre.
son expression passant de la colère à quelque chose de plus doux quand il vit son état. « C'était la chambre de ma sœur, dit-il doucement. Sophie, elle a disparu il y a 20 ans. Mon père a gardé la chambre exactement comme elle était. » Émilie porta la main à son collier, une habitude qu'elle avait quand elle était perturbée. « Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai touché l'ourson et j'ai vu quelque chose, comme un souvenir. Mais c'est impossible. » Bastien s'approcha, et pour la première fois, cette proximité ne lui provoqua pas de malaise. Au contraire, il ressentit une étrange envie de la protéger. « Viens, dit-il en lui prenant doucement le bras. Tu devrais te reposer. » Il la raccompagna jusqu'à sa chambre, devant la porte. Ils restèrent un moment silencieux. « Merci, » murmura Émilie. « Pour ce soir, au dîner. » Bastien hocha la tête, soudain gêné. « Ouais, bon. » Ils étaient vraiment insupportables. Un sourire fragile apparut sur les lèvres d'Émilie. Bastien le lui rendit, presque malgré lui, puis il tourna les talons et s'éloigna dans le couloir, laissant Émilie seule avec ses pensées confuses et ses souvenirs impossibles. Véronique Delcourt n'avait pas dormi depuis 3 jours. Assise dans son bureau au mur lambrisé, elle fixait l'écran de son ordinateur avec une intensité maladive. Les dossiers s'accumulaient devant elle. Rapports financiers, contrats, notes d'enquête, mais rien de tout ça ne l'intéressait vraiment, non. Ce qui monopolisait son attention, c'était le nom qui brillait sur l'écran, Gilbert Moreau, enquêteur privé. Elle avait piraté l'ordinateur de François 2 jours plus tôt. Un jeu d'enfant quand on connaissait ses mots de passe. Son frère était prévisible, toujours le même code. La date de naissance de Sophie, elle avait découvert les échanges, les demandes d'enquête, les instructions précises concernant Émilie Morel, et surtout, elle avait vu la demande de test ADN. Ses mains tremblèrent sur le clavier. Elle ferma les yeux, et le passé remonta avec une violence insoutenable. 25 ans plus tôt, Véronique avait 30 ans, François venait d'avoir sa fille, Sophie, une petite peste de 5 ans qui accaparait toute l'attention. Leur mère, avant de mourir, n'avait eu Dieu que pour François, le fils parfait, brillant, celui qui reprendrait l'entreprise. Véronique, elle était la cadette, celle qu'on oubliait dans les photos de famille. Et puis Sophie était née, cet enfant était devenu le centre du monde de François. Chaque sourire, chaque mot, chaque dessin était un miracle. Véronique regardait ça de loin, cette adoration, et sentait quelque chose de noir grandir en elle. Ce n'était pas de la haine, pas vraiment. C'était pire. C'était l'absence totale d'importance. Elle était invisible. Le jour du marché de Lyon, elle avait accompagné François. Elle l'avait vu lâcher la main de Sophie pour payer le fromager. La fillette s'était éloignée, distraite par un ballon rouge. Véronique avait agi sans réfléchir. Un geste impulsif, incontrôlé. Elle avait pris la main de Sophie, l'avait entraînée loin de la foule. « On va faire une surprise à papa », avait-elle murmuré. Sophie lui avait souri, confiante. Véronique rouvrit les yeux, la nausée au bord des lèvres. 20 ans, 20 putains d'années à vivre avec ça. Elle avait confié Sophie à Madame Rose avec une valise pleine d'argent et des menaces suffisamment terrifiantes pour garantir son silence. Elle n'avait jamais voulu faire de mal à l'enfant. Elle voulait juste que François ressente sa douleur, juste qu'il sache ce que c'était de perdre ce qu'on aimait le plus. Mais maintenant, cette fille était de retour, avec ce foutu collier. Véronique se leva brusquement et attrapa son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « Allô ?» répondit une voix grave. « Martin, c'est Véronique Delcourt. J'ai besoin de tes services. »« Madame Delcourt, ça fait un bail. J'ai un problème à régler, discrètement. » Elle lui expliqua la situation. Les enquêteurs de François, le test ADN en cours, la nécessité de faire disparaître certaines preuves. Martin était un homme qui savait comment effacer des traces, comment faire en sorte que des documents se perdent, que des témoins changent leur version des faits. « Ça va coûter cher », prévint-il. « L'argent n'est pas un problème. Je veux que les résultats de ce test soient compromis et je veux des documents prouvant que Madame Rose a un passé trouble. Falsification, fraude, peu importe. Il faut jeter le doute. » « Compris, je m'en occupe. » Véronique raccrocha et retourna à son ordinateur. Elle commença à créer de faux dossiers, à planter des informations compromettantes sur Madame Rose dans diverses bases de données. Un petit délit ici, une dette là, rien d'énorme,
Juste assez pour faire croire qu'elle était du genre à profiter d'une situation. Elle travaillait avec une précision chirurgicale, effaçant ses traces au fur et à mesure. Des années à gérer les finances de l'entreprise lui avaient appris à naviguer dans les systèmes informatiques comme personne. Au bout de 3 heures, elle se cala dans son fauteuil, épuisée mais satisfaite. Les graines du doute étaient plantées. Il suffisait maintenant d'arroser. Le lendemain matin, François reçut un appel de Gilberte, son enquêteur. « Monsieur Delcourt, j'ai du nouveau concernant Madame Rose. » François se redressa dans son fauteuil. « Je vous écoute. J'ai trouvé quelques irrégularités dans son passé, des petites dettes non déclarées, une accusation de fraude aux subventions agricoles il y a 15 ans. Rien de très grave, mais ça pourrait suggérer qu'elle n'est pas aussi honnête qu'elle le prétend, » termina François, la gorge serrée. « Exactement. Et concernant le test ADN, il y a eu un problème au laboratoire, un incident technique. Les échantillons ont été contaminés. Il va falloir recommencer. » François ferma les yeux, frustré. Combien de temps ? 2 à 3 semaines. Minimum. Après avoir raccroché, François resta longtemps immobile. Les informations sur Madame Rose le perturbaient. Et si Véronique avait raison ? Et si Émilie était effectivement une opportuniste, entraînée par une vieille femme sans scrupules ? Mais alors, pourquoi cette ressemblance ? Pourquoi ce collier ? Un coup discret à la porte l'interrompit dans ses pensées. Véronique entra, impeccable dans son tailleur gris perle. « Et tu as 1 minute ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Toujours » répondit François en lui faisant signe de s'asseoir. Véronique prit place en face de lui, l'image même de la sollicitude fraternelle. « Je m'inquiète pour toi, François, cette fille. Je sais que tu veux croire qu'elle est Sophie. Je comprends, mais quoi ? Et si ce n'était qu'une manipulation ? Tu es un homme riche, cette Madame Rose a des dettes. Elles ont peut-être entendu parler de Sophie, trouver un collier similaire sur un marché aux puces. » « Le collier est exactement le même, Véronique. Exactement. Les bijoux peuvent être copiés, » insista-t-elle doucement. « Je dis pas qu'elles sont malhonnêtes. Peut-être qu'elles croient vraiment qu'Émilie est ta fille. Mais l'espoir peut aveugler. François, tu le sais. » François détourna le regard, ébranlé. Sa sœur avait toujours été rationnelle, pragmatique. Peut-être avait-elle raison. Peut-être voyait-il ce qu'il voulait voir. « Je veux juste pas que tu souffres encore. » ajouta Véronique en posant sa main sur la sienne. « Tu as déjà tellement perdu. » Après son départ, François resta longtemps perdu dans ses pensées, le doute s'insinuant lentement dans son esprit comme du poison. Pendant ce temps, dans le jardin, Bastien et Émilie marchaient entre les rosiers. Depuis l'incident dans la chambre de Sophie, quelque chose avait changé entre eux. Les piques cruelles avaient fait place à des conversations plus authentiques. « Tu penses vraiment que je pourrais être sa fille ?» demanda Émilie à voix basse. Bastien ramassa un caillou et le lança dans la fontaine. « J'en sais rien, mais mon père y croit. Et je l'ai jamais vu comme ça depuis... depuis jamais, en fait. Et toi, ça te dérangerait ?» Bastien se tourna vers elle. La lumière du soleil jouait dans ses cheveux châtains, faisait briller ses yeux noisettes. Il ressentit de nouveau cette sensation étrange. Pas de l'attirance, mais quelque chose de plus profond, de plus troublant. Grandir à l'ombre d'une morte. « C'est pas évident ?» avoua-t-il. « J'ai passé ma vie à essayer d'exister pour lui. Mais si tu es vraiment Sophie, je sais pas, ça ferait de moi quoi ? Le fils de remplacement. » Émilie lui prit doucement le bras, et cette fois Bastien ne recula pas. « Tu serais toujours son fils. Rien ne change ça. » Bastien rit amèrement. « T'as vu comment je me comporte ? Le fils indigne qui gaspille son argent et passe son temps à décevoir. Le fils qui m'a défendu devant des connards prétentieux, qui m'aide à comprendre ce qui m'arrive, qui est moins con qu'il veut le faire croire. » Leurs regards se croisèrent. Bastien sentit son cœur accélérer. Il se pencha légèrement vers elle. Presque inconsciemment, Émilie ne bougea pas, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, quand soudain, Bastien fut pris d'une nausée violente. Il recula brusquement, le visage livide. « Désolé, Merde, je sais pas ce qui me prend. » Émilie le regarda, déconcertée et blessée. « Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Quand tu te rapproches de moi, c'est à cause de moi. Non, enfin, c'est pas toi, c'est moi. Il y a un truc qui va pas chez moi. » Il tourna les talons et s'éloigna rapidement, laissant Émilie seule parmi les roses, plus confuse que jamais. Cette nuit-là,
Véronique se permit un verre de vin pour célébrer. Les pièces étaient en place. Le doute était semé. Les preuves étaient compromises. Il suffisait maintenant de laisser le temps faire son œuvre. Elle leva son verre vers la fenêtre, regardant le château endormi. « Désolée, petite Sophie », murmura-t-elle, « mais t'aurais jamais dû revenir. » Les rêves devenaient de plus en plus précis. Cette nuit-là, Émilie se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre, les draps trempés de sueur. Elle avait rêvé d'un piano, un grand piano noir dans un salon aux murs blancs. Des mains d'homme jouaient une mélodie douce et une voix grave chantait « Dors, mon ange, papa veille sur toi ». Elle se redressa dans son lit, tremblante. Ce n'étaient plus des fragments, c'étaient des souvenirs, nets, réels, impossibles. Elle regarda l'horloge sur la table de nuit, 4 heures du matin, impossible de se rendormir. Elle enfila un gilet et descendit à la cuisine, espérant qu'une tisane calmerait ses nerfs. Quand elle poussa la porte, elle sursauta. Bastien était déjà là, assis à la grande table, une tasse de café fumante devant lui. Il leva les yeux, surpris. « Tu dors pas non plus. »« J'arrête pas de rêver, » avoua Émilie en s'installant face à lui. « Des trucs bizarres, comme si j'avais vécu ici. Il y a un piano quelque part dans cette maison. » Bastien fronça les sourcils. « Dans le grand salon, mon père jouait quand j'étais gosse. Il a arrêté après la disparition de Sophie, pourquoi ? J'ai rêvé d'un homme qui jouait du piano. Il chantait une berceuse. « Dors, mon ange. Papa veille sur toi. » Le visage de Bastien devint livide. « Putain, souffla-t-il. C'est la berceuse que mon père chantait à Sophie. Ma mère me l'a raconté des dizaines de fois. » Le silence qui suivit était lourd de signification. Émilie porta instinctivement la main à son collier. « Bastien, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression de devenir folle. Ou alors t'es exactement celle que mon père espère que tu sois. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre de la cuisine. Pour la première fois, Bastien ne détourna pas les yeux. Il tendit la main par-dessus la table et prit celle d'Émilie. « On va découvrir la vérité. Ensemble. Je te le promets. » Le lendemain matin, Bastien toqua à la porte du bureau de son père. François leva les yeux de ses dossiers, surpris. Son fils venait rarement le voir de son plein gré. « Papa, faut qu'on parle. » D'Émilie. François se raidit immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle fait des rêves, des souvenirs, le piano, la berceuse de Sophie, des trucs qu'elle peut pas inventer. Faut qu'on l'aide à comprendre. François se leva lentement, le cœur battant. Les résultats du test ADN vont arriver bientôt, on saura. Dans 3 semaines, le coupa Bastien. Tu vas la laisser se morfondre pendant 3 semaines, alors qu'il y a peut-être des réponses ici même. François hésita, puis, dans un geste rare, il posa sa main sur l'épaule de son fils. T'as raison, allons chercher ces réponses. 1 heure plus tard, ils étaient tous les 3 dans les archives du château. Une pièce poussiéreuse remplie de cartons, de vieux albums photos et de documents jaunis. François sortit plusieurs boîtes marquées « Sophie, 2000-2005 ». Il étala des photos sur la grande table. Sophie bébé, Sophie à 3 ans sur un tricycle, Sophie à 5 ans déguisée en princesse. Émilie les regarda une par une, et chaque image lui donnait l'impression de recevoir une décharge électrique. « C'est moi », murmura-t-elle en saisissant une photo où Sophie tenait l'ourson borgne. « Je me souviens de cet ourson. Il s'appelait Gaston. Je lui racontais des histoires le soir. » François vacilla. Personne ne savait ça. Personne sauf lui et Sophie. « Comment tu peux savoir ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Je sais pas, ça vient. » Comme des flashs, il y avait un jardin, avec une balançoire, et des lavandes. J'adorais l'odeur des lavandes. « Le jardin derrière le château », confirma François. Les larmes aux yeux. On a arraché les lavandes après sa disparition. Je supportais plus l'odeur. Bastien observait la scène, partagé entre l'espoir et une angoisse grandissante. Si Émilie était vraiment Sophie, alors ce qu'il ressentait pour elle était... Il chassa cette pensée, refusant d'y réfléchir. Émilie continua à fouiller dans les cartons. Elle sortit un petit cahier de dessins d'enfants. En l'ouvrant, elle découvrit des gribouillages maladroits. Une maison, un soleil, un bonhomme étiqueté « Papa ». Et soudain, un autre souvenir la frappa avec la violence d'un tsunami. Elle avait 5 ans. Elle dessinait à la table de la cuisine. François était assis à côté d'elle. « C'est qui ça ?» avait-il demandé en pointant un bonhomme.
C'est toi, papa. T'as l'air un peu bizarre parce que j'arrive pas à faire l'aîné. Tu sais quoi, l'aîné? C'est surestimé de toute façon. » Elle avait ri. Il l'avait serrée dans ses bras. Elle se sentait en sécurité absolue. Émilie laissa tomber le cahier, les larmes dévalant ses joues. « Je me souviens, mon Dieu, je me souviens de toi. » François la prit dans ses bras. Incapable de retenir ses propres larmes, Bastien détourna les yeux, la gorge serrée. François décida de retourner à Lyon. Pour la première fois en 20 ans, il allait affronter le lieu du cauchemar. Bastien insista pour l'accompagner. Il était inquiet. Son père avait l'air fragile, hanté. Émilie voulut venir aussi, mais François refusa gentiment. « C'est quelque chose que je dois faire seul. » Enfin, avec Bastien. Le trajet dura 2 heures. Ils roulèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent au marché de Lyon, François resta longtemps assis dans la voiture, incapable de sortir. « Tu veux que je vienne avec toi ?» proposa Bastien doucement. François hocha la tête, reconnaissant. Ils descendirent et s'enfoncèrent dans la foule du marché. C'était un samedi, bondé comme ce jour maudit. Les étals de fruits et légumes, les cris des marchands, l'odeur du fromage et du pain frais, tout était identique. François s'arrêta devant l'étal du fromager, le même qui était là 20 ans plus tôt. « C'était ici, » murmura-t-il. J'ai lâché sa main juste une seconde, j'ai payé le fromage. Quand je me suis retourné, sa voix se brisa, sa respiration devint laborieuse. Il porta la main à sa poitrine, le visage soudain très pâle. « Papa, papa !» Bastien le rattrapa juste avant qu'il ne s'effondre. Crise de panique, François tremblait de tous ses membres, incapable de respirer correctement. « Ça va aller, papa. Respire, putain. Respire. » Bastien l'emmena s'asseoir sur un banc à l'écart de la foule. Il lui tint la main, lui parla doucement jusqu'à ce que les tremblements se calment. C'était la première fois qu'il voyait son père aussi vulnérable, aussi humain. « Pardon », souffla François quand il put enfin parler. « Je croyais que j'étais prêt. T'excuses pas, jamais. » François leva les yeux vers son fils. Il vit dans son regard quelque chose qu'il n'y avait jamais vu. De la compassion, de l'amour. « J'ai été un mauvais père pour toi, » dit François d'une voix tremblante. « J'étais tellement obsédé par Sophie que j'ai oublié que j'avais encore un enfant qui avait besoin de moi. Papa, non, laisse-moi finir. Tu as grandi sans moi. J'étais là physiquement, mais absent émotionnellement. Et je m'en veux tellement. Bastien, tellement. » Pour la première fois depuis qu'il était adolescent, Bastien sentit les larmes monter. « J'aurais aimé la connaître, » avoua-t-il. « Sophie, j'aurais aimé avoir une grande sœur. Au lieu de ça, j'ai grandi avec un fantôme qui était plus important que moi. Tu n'as jamais été moins important. Jamais. J'ai juste pas su te le montrer. » Ils restèrent longtemps assis côte à côte sur ce banc, au milieu du marché bruyant. 2 hommes qui se découvraient enfin. Quand ils rentrèrent au château en fin d'après-midi, Émilie les attendait dans le salon. Elle vit immédiatement que quelque chose avait changé entre eux. « Ça s'est bien passé ?» demanda-t-elle prudemment. « Pas comme prévu », répondit Bastien avec un demi-sourire. « Mais peut-être mieux ?» François s'assit lourdement dans un fauteuil. « J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, » dit-il en regardant Émilie. « Que tu sois Sophie ou pas, tu nous as déjà donné quelque chose de précieux. Tu nous as réunis, lui et moi. » Émilie sourit, émue. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de François. Il décrocha. « Oui ? Quoi ? Vous êtes sûr ?» Son visage se ferma progressivement. Quand il raccrocha, il fixait le vide devant lui. « C'était Gilberte, mon enquêteur. Les premiers résultats du test ADN sont arrivés. Il y a eu un problème au laboratoire. Mais ils ont quand même un résultat partiel. » Le cœur d'Émilie s'arrêta de battre. Et François leva les yeux vers elle, et son expression était indéchiffrable. « Il y a des incohérences. Le test suggère qu'il n'y a pas de correspondance génétique, mais quelque chose cloche dans les échantillons. Il veut refaire le test dans un autre laboratoire. » Le silence qui tomba était assourdissant. Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Bastien la rattrapa par le bras. « Ça veut rien dire, » dit-il fermement. « On a tous vu les souvenirs. On sait ce qu'on a ressenti. » Mais le doute s'était insinué dans la pièce comme un poison invisible. Et quelque part dans le château, derrière une porte fermée, Véronique souriait. Les jours suivants furent un enfer d'incertitude. François s'était enfermé dans son bureau, passant des heures au téléphone avec des laboratoires,
des enquêteurs, des experts. Les résultats contradictoires le torturaient. D'un côté, son cœur lui hurlait qu'Émilie était Sophie. De l'autre, la science semblait dire le contraire. Émilie, elle, oscillait entre l'espoir et le désespoir. Les souvenirs continuaient de revenir par vagues, de plus en plus précis, de plus en plus réels. Mais à quoi bon si la génétique les contredisait? Et puis, il y avait eu l'appel, Madame Rose, sa voix tremblante, à peine audible au téléphone. « Ma petite, je vais pas bien. Les médecins disent que c'est une question de jours. Je voudrais te revoir. » Une dernière fois, Émilie avait senti son monde s'écrouler. La seule mère qu'elle ait jamais connue était mourante, et elle était coincée ici, à 400 kilomètres, à jouer à un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. « Il faut que je rentre », avait-elle annoncé à François ce matin-là, les larmes aux yeux. « Les nouveaux résultats arrivent dans 3 jours », avait-il répondu, la voix suppliante. 3 jours, Émilie. Après, tu sauras, nous saurons. Et Émilie avait accepté. 3 jours de plus, loin de la femme qui l'avait élevée. 3 jours à espérer une vérité qui changerait tout. Le soir du 2e jour, Bastien découvrit quelque chose qui allait tout faire basculer. Il était dans le bureau de Véronique, officiellement pour chercher des documents fiscaux que son père lui avait demandés. Mais en fouillant dans les tiroirs, il était tombé sur une enveloppe cachée au fond d'un classeur verrouillé, à l'intérieur, des reçus bancaires, des virements massifs vers un certain Martin Leclerc, et surtout, des emails imprimés. Les échantillons ont été compromis comme demandé. Le laboratoire pense à une erreur technique. J'ai planté les informations sur Madame Rose dans les bases de données. Ça a l'air crédible. Pour les nouveaux tests, je peux retarder les résultats de 2 semaines supplémentaires si nécessaire. Bastien sentit la rage monter en lui comme une vague brûlante. Sa tante, sa propre tante sabotait tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait à gagner? Il fourra les documents dans sa veste et sortit du bureau. Il devait parler à son père. Immédiatement, il le trouva dans la bibliothèque, un verre de whisky à la main, le regard perdu dans le vide. « Papa, faut que tu vois ça. » Bastien étala les documents sur la table basse. François les parcourut un par un, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, puis à une colère froide et terrible. « Véronique, » murmura-t-il, « ma propre sœur, elle a tout saboté. Les tests, les enquêtes, tout. La question, c'est pourquoi. » François se leva d'un bond, renversant presque son verre. « Parce qu'elle sait, bon Dieu. Elle a toujours su. » Il se dirigea vers la porte d'un pas furieux. Bastien le suivit. Ils montèrent à l'étage où se trouvaient les appartements de Véronique. François frappa violemment à la porte. « Véronique, ouvre cette porte. » Pas de réponse. Il tourna la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Ils entrèrent, l'appartement était vide, mais sur le bureau, un ordinateur portable encore allumé, François s'en approcha et vit l'écran. Des emails ouverts, des transactions bancaires, et surtout, une page de recherche. Vol international Paris-Buenos Aires, départ ce soir, 23h45. Elle fuit, dit Bastien. Elle sait qu'on l'a découverte. François attrapa son téléphone et composa le numéro de Véronique. Elle décrocha à la 3e sonnerie. « François, » dit-elle d'une voix étrangement calme. « Où es-tu ? En route vers l'aéroport. Je suppose que tu as trouvé les documents. Reviens, tout de suite. On doit parler. » Un long silence. « Y a plus rien à dire, François. » « Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ?» La voix de Véronique se brisa légèrement. « Parce que je pouvais pas la laisser revenir. Pas après tout ce temps. Pas après tout ce que j'ai fait. » François sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tout ce que tu as fait » ?» Mais Véronique avait déjà raccroché. François fit immédiatement annuler tous les accès de Véronique au compte de l'entreprise. Il contacta ses avocats, la police. Mais au fond de lui, il savait qu'elle serait déjà partie avant qu'on ne puisse l'arrêter. Elle avait toujours été intelligente, trop intelligente. Cette nuit-là, il convoqua Émilie dans son bureau. Bastien était déjà là, ainsi que le nouveau laboratoire que François avait contacté, un responsable en visioconférence. « Mademoiselle Morel », commença François, la voix tremblante. « Les résultats que nous avons reçus il y a quelques jours étaient faux, sabotés par ma sœur. Nous avons refait le test dans un laboratoire indépendant. Les vrais résultats sont arrivés cet après-midi. » Émilie porta la main à son collier, comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. « Et
François prit une grande inspiration. Ses yeux se remplirent de larmes. Il tendit la main vers elle, tremblant. « Tu es ma fille », dit-il d'une voix brisée. « Tu es Sophie. La correspondance génétique est de 99,9%. Il n'y a aucun doute possible. » Le monde s'arrêta de tourner. Émilie sentit ses jambes se dérober. Bastien la rattrapa juste à temps. La guidant vers un fauteuil, elle ne pouvait plus respirer. 25 ans de questions, de vide, de cette sensation d'être incomplète. Et soudain, tout prenait sens. « Je suis Sophie », murmura-t-elle. François s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. « Tu es Sophie, tu es ma petite fille que j'ai cherchée pendant 20 ans. Tu es revenue, mon Dieu, tu es revenue. » Il la serra dans ses bras, et Émilie se mit à sangloter contre son épaule. Toutes les émotions refoulées explosèrent d'un coup. Le soulagement, la joie, la confusion, le chagrin pour toutes ces années perdues. « J'ai eu si peur », sanglota-t-elle. « J'ai eu si peur de ne pas être elle, de n'être personne. Tu es quelqu'un, tu es ma fille, tu l'as toujours été. » Bastien, debout près de la fenêtre, regardait la scène avec des émotions contradictoires qui le déchiraient. Sa sœur, Émilie était sa sœur. Soudain, tout devint clair. Ce malaise inexplicable quand il était près d'elle, cette impossibilité de franchir certaines limites. Son corps savait ce que son esprit refusait d'accepter. Il recula d'un pas, puis d'un autre. Émilie leva les yeux vers lui, et ce qu'elle vit sur son visage lui brisa le cœur. « Bastien !» Mais il secoua la tête et sortit précipitamment de la pièce. François, trop perdu dans ses retrouvailles avec sa fille, ne remarqua rien. Bastien courut jusqu'à sa chambre et s'enferma à clé. Il s'effondra contre la porte, la respiration saccadée. « Ma sœur, c'est ma sœur. » Et il avait failli, mon Dieu, il avait failli l'embrasser. Il avait ressenti des choses qu'on ne devrait jamais ressentir pour sa sœur. Il se leva d'un bond et se dirigea vers le minibar. Attrapa une bouteille de whisky, il en avala une longue gorgée, puis une autre, cherchant à noyer l'horreur et la confusion qui le submergeaient. Un coup à la porte le fit sursauter. « Bastien, c'est moi !» La voix d'Émilie. « Non, de Sophie. » Il ne savait plus comment l'appeler. « Va-t'en !» dit-il d'une voix rauque. « S'il te plaît, faut qu'on parle. Y a rien à dire. » Un silence. « Je sais ce que tu ressens », dit-elle doucement à travers la porte. Moi aussi je l'ai senti, cette attirance. Mais on savait pas. Nos corps savaient, mais nous, on savait pas. Bastien ouvrit violemment la porte. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire crispée. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Putain, j'ai voulu. Mais tu l'as pas fait, le coupa-t-elle fermement. À chaque fois, quelque chose t'a arrêté. Quelque chose nous a arrêtés. Le sang reconnaît le sang. Bastien, même quand l'esprit oublie, il la regarda, et pour la première fois, il la vit vraiment, pas comme une femme, pas comme une étrangère, mais comme sa sœur, la sœur qu'il n'avait jamais connue, celle dont l'absence avait hanté toute son enfance. « J'ai grandi à ton ombre », murmura-t-il, « et maintenant t'es là, en chair et en os. Et je sais même pas comment me sentir. » Sophie tendit la main et prit la sienne. « On va le découvrir, ensemble, parce qu'on est frères et sœurs. Et ça, personne peut nous l'enlever. » Bastien sentit quelque chose se briser en lui. Mais cette fois, c'était une bonne rupture, comme un mur qui s'effondre pour laisser passer la lumière. Il la serra dans ses bras, pas comme il l'aurait fait avec une femme, mais comme un frère retrouvant sa sœur après 20 ans de séparation. « Bienvenue à la maison, Sophie. » Elle rit à travers ses larmes. « Je préfère Sophie et Émilie. J'ai été les deux. Je veux rester les deux. » « D'accord, Sophie et Émilie. » Alors, plus tard dans la nuit, François les trouva tous les deux dans le salon, endormis sur le canapé, la tête de Sophie appuyée sur l'épaule de Bastien. Il resta longtemps à les regarder. Ces deux enfants, enfin réunis. Mais une question le taraudait encore. Qu'avait voulu dire Véronique au téléphone ? Tout ce que j'ai fait, il devait savoir. Il devait comprendre comment Sophie avait disparu ce jour-là. Et surtout, il devait savoir si sa propre sœur en était responsable. François avait organisé un dîner formel pour le lendemain soir, officiellement, pour régler certaines affaires familiales, en réalité, pour confronter Véronique une dernière fois, car elle était revenue,
Son vol pour Buenos Aires avait été annulé à cause d'une grève surprise. François avait presque ri en l'apprenant. Même le destin semblait vouloir que la vérité éclate. Il lui avait envoyé un message simple. « Dîner demain, 20h. Sois là où je lance la police à tes trousses. » Elle avait accepté, peut-être par orgueil, peut-être parce qu'une partie d'elle voulait enfin cracher sa vérité. Sophie Émilie avait passé la journée entre euphorie et angoisse. D'un côté, elle savait enfin qui elle était. De l'autre, elle ne pouvait pas oublier Madame Rose, alitée, mourante, à 400 km de là. « Je dois y aller », avait-elle répété à François. « Elle va pas bien. Après ce soir, avait-il promis, après ce soir, je t'emmène moi-même. On va la ramener ici, lui donner les meilleurs soins. Mais j'ai besoin que tu sois là ce soir. J'ai besoin que Véronique te voie. » Bastien, lui, était d'un calme inquiétant. Depuis la révélation, quelque chose avait changé en lui. Il était plus posé, plus présent, comme si découvrir qu'il avait une sœur lui avait donné un ancrage qu'il n'avait jamais eu. À 20h précises, ils étaient tous réunis dans la grande salle à manger. La table était dressée avec l'argenterie la plus fine, les verres en cristal, les bougies allumées. Mais l'atmosphère n'avait rien de festif. C'était un tribunal déguisé en repas. François était assis en bout de table, à sa droite. Sophie, Émilie, le visage pâle mais déterminé. À sa gauche, Bastien, les mâchoires serrées. Et en face d'eux, Véronique. Elle était arrivée impeccable comme toujours. Tailleur noir, cheveux tirés en chignon strict, maquillage parfait, mais ses yeux trahissaient des nuits blanches. Une fatigue morale immense. Personne ne parla pendant qu'on servait l'entrée. Le silence était si épais qu'on entendait le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. Finalement, ce fut Véronique qui brisa le silence. « Alors, c'est quoi exactement ? Un procès ? Une exécution publique ? » ?»« C'est une chance, » répondit François d'une voix glaciale. « Une chance de dire la vérité avant que les avocats et la police ne s'en mêlent. » Véronique posa sa fourchette avec un petit rire amer. « La vérité, vous êtes sûr de vouloir l'entendre. J'ai passé 20 ans à la chercher, » dit François. « Alors oui, je suis sûre. » Véronique prit son verre de vin et le vida d'un trait. Elle le reposa lentement, puis leva les yeux vers Sophie Émilie. « Tu lui ressembles tellement, » murmura-t-elle. « Exactement comme tu étais, comme si le temps s'était arrêté. »« Arrête tes conneries, » cracha Bastien. « Dis-nous ce que t'as fait. » Véronique se tourna vers lui, un sourire triste aux lèvres. « Toujours aussi impulsif, Bastien. Tu tiens ça de ton père. »« Véronique, » dit François en posant ses mains à plat sur la table. « Je vais te poser une question. Et je veux la vérité. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la disparition de Sophie ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis Véronique hocha lentement la tête. « Oui. » Sophie Émilie porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. Bastien se leva brusquement, renversant presque sa chaise. François, lui, resta parfaitement immobile. Mais son visage devint d'une pâleur cadavérique. « Comment ?» articula-t-il péniblement. Véronique ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, des larmes coulaient sur ses joues, les premières que quiconque lui voyait verser depuis des décennies. C'était pas prémédité. « Je veux que tu le saches. J'ai pas planifié de détruire ta vie. » Elle prit une grande inspiration tremblante. « Ce jour-là, au marché de Lyon, j'étais avec vous. Tu te souviens ? Tu m'avais demandé de vous accompagner, et je vous regardais, toi et Sophie. La façon dont tu la regardais, comme si elle était tout ton univers, comme si rien d'autre n'existait. » Sa voix se brisa. « J'ai grandi invisible, François. Maman ne voyait que toi. Papa ne voyait que toi. Et quand Sophie est née, tu ne voyais qu'elle. J'avais 30 ans et j'étais toujours... personne. Alors tu m'as pris mon enfant, » hurla François en se levant d'un bond. « Je l'ai pas enlevé pour te faire du mal, » se défendit Véronique, les larmes ruisselant maintenant, quand tu as lâché sa main pour payer le fromager. Elle s'est éloignée, elle a vu un ballon, je l'ai suivie, j'allais la ramener vers toi, je te jure, mais quelque chose en moi a explosé, une rage si noire, si profonde. J'ai pris sa main, je lui ai dit qu'on allait faire une surprise à papa. » Sophie Émilie pleurait silencieusement. Bastien s'était rassis, le visage dans les mains. « Elle m'a suivi sans méfiance, » continua Véronique. « Elle me faisait confiance. J'étais sa tante. Je l'ai emmenée loin, dans ma voiture. Et pendant tout le trajet, elle me souriait,
Elle était excitée par l'aventure. « Mon Dieu !» souffla François, s'effondrant sur sa chaise. « Je voulais juste que tu ressentes ce que je ressentais. Le vide, l'absence, la douleur de ne pas compter pour quelqu'un. »« Où tu l'as emmenée ?» demanda Sophie-Émilie d'une voix tremblante. Véronique la regarda enfin en face. « J'avais entendu parler d'une vieille femme en Occitanie, Madame Rose. Elle venait de perdre sa propre fille dans un accident. Elle avait besoin d'argent. Désespérément, je lui ai amené Sophie. Je lui ai donné une valise remplie de billets et je lui ai dit... » Elle s'interrompit, la gorge serrée. « Je lui ai dit que si elle élevait cet enfant loin d'ici, sans jamais révéler d'où elle venait, tout irait bien. Mais que si elle parlait, si elle cherchait à nous contacter, je tuerais l'enfant. » Sophie-Émilie étouffa un cri. François se leva et gifla Véronique avec une violence qui fit résonner la pièce. « Tu as terrorisé une vieille femme. Tu lui as volé 20 ans de sérénité. Tu lui as fait croire qu'elle protégeait un enfant d'un monstre. » Véronique porta la main à sa joue, mais ne protesta pas. « Je sais, je suis ce monstre. Pourquoi ?» cria Bastien. « Pourquoi pas juste la rendre après quelques jours ? Pourquoi 20 putains d'années ?» Parce que François a fait appel à la police. Aux médias. Ça a pris une ampleur nationale. Je pouvais plus revenir en arrière. Si j'avais ramené Sophie, on aurait découvert que c'était moi. J'aurais fini en prison. Alors j'ai continué le mensonge. Jour après jour, année après année, elle se tourna vers François, le regard suppliant. J'ai vécu en enfer, François. Chaque jour, je te voyais dépérir. Je voyais Bastien grandir sans toi. Je voyais ce que j'avais détruit, et je pouvais rien y faire. « Tu aurais pu avouer !» hurla-t-il à n'importe quel moment. « Tu aurais pu avouer !» et perdre tout ce qui me restait, ma place dans cette famille, mon travail, ma dignité. T'avais plus aucune dignité dès l'instant où t'as pris ma fille. » Véronique baissa la tête. Vaincue, Sophie-Émilie prit la parole pour la première fois depuis le début de l'aveu. Sa voix étrangement calme malgré les larmes. « Madame Rose, elle m'a aimée vraiment, pas vrai ?» Véronique hocha la tête. « Oui, au début, c'était juste l'argent, mais les rapports que je recevais, elle t'a aimée comme sa propre fille. Elle t'a donné une vie que je pensais pas possible, honnêtement. Elle a été une meilleure mère que quiconque dans cette famille aurait pu l'être. C'est ça ta défense, » cracha Bastien. « Que finalement, ta victime a eu de la chance. J'ai pas de défense, j'ai juste des regrets, trop tard et trop nombreux. » François se rassit lourdement. Il regardait sa sœur comme une étrangère. « Tu vas payer pour ça, légalement. Je vais m'assurer que... » « Je sais, » le coupa Véronique. « Je vais perdre tout. Ma position dans l'entreprise, mon nom, ma liberté peut-être. Je le sais, et je l'accepte. » Elle se leva, digne malgré tout. « Pour ce que ça vaut, je suis désolée, profondément, sincèrement désolée. Pas parce que je suis prise, mais parce que j'ai détruit des vies par égoïsme et lâcheté. » Elle regarda Sophie-Émilie une dernière fois. « Tu méritais mieux. Vous méritiez tous mieux. » Puis elle quitta la pièce, laissant derrière elle un silence écrasant. Personne ne toucha au reste du repas. Ils restèrent assis là, tentant de digérer l'horreur de ce qu'ils vinrent entendre. Finalement, Sophie-Émilie se leva. « Je veux voir Madame Rose, maintenant. » François hocha la tête. « On part immédiatement. » Bastien attrapa les clés de la voiture. « Je conduis. » Et dans la nuit noire de la Provence, les trois Delcourt prirent la route vers l'Occitanie, réunis enfin, mais portant le poids terrible d'une vérité qui avait mis 20 ans à éclater. Le trajet jusqu'en Occitanie dura 6 heures. 6 heures de silence pesant, entrecoupé seulement par le bruit monotone du moteur et les sanglots étouffés de Sophie-Émilie à l'arrière. Bastien conduisait, les mains crispées sur le volant, la mâchoire serrée. François fixait la route devant lui sans vraiment la voir. Perdu dans un tourbillon de rage, de chagrin et de culpabilité, comment avait-il pu ne rien voir pendant 20 ans ? Comment sa propre sœur avait-elle pu vivre sous son toit, en portant ce secret monstrueux ? Ils arrivèrent à la ferme, aux premières lueurs de l'aube. La petite maison semblait encore plus modeste après les fastes du château Delcourt. La peinture s'écaillait, le toit avait besoin de réparation. Mais il y avait quelque chose de chaleureux dans cette simplicité. Sophie-Émilie sortit de la voiture, avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Elle courut vers la maison et poussa la porte. « Maman, maman Rose !» La vieille femme était dans son lit, si frêle qu'elle semblait transparente sous les draps blancs, en entendant la voix de Sophie-Émilie.
Ses yeux s'ouvrirent. Un sourire faible illumina son visage ridé. « Ma petite, tu es revenue. » Sophie-Émilie s'effondra à côté du lit, saisit les mains décharnées de Madame Rose. « Je suis là maintenant. » François et Bastien entrèrent plus lentement, restant en retrait. La scène était trop intime pour être interrompue. Madame Rose toucha le visage de Sophie-Émilie avec une tendresse infinie. « Tu sais maintenant, pas vrai, qui tu es vraiment ?» Sophie-Émilie hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je suis Sophie Delcourt, mais je suis aussi Émilie Morel. Les deux à la fois. J'ai toujours su que ce jour viendrait, » murmura la vieille femme. « Pendant 20 ans, j'ai vécu dans la terreur. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque étranger était une menace. »« Pourquoi tu m'as rien dit ?» demanda Sophie-Émilie d'une voix brisée. Madame Rose ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue parcheminée. « Elle m'a dit qu'elle te tuerait, cette femme. Véronique, elle est venue avec toi, une valise d'argent, et des yeux si froids. Elle m'a dit « Élève cet enfant comme la tienne. Ne cherche jamais à savoir d'où elle vient. Ne contacte jamais personne. Si tu le fais, je reviendrai, et je la tuerai devant toi. » François s'avança, incapable de rester silencieux plus longtemps. « Madame Rose, je suis François Delcourt, le père de Sophie. » La vieille femme tourna son regard vers lui. L'espace d'un instant, la peur traversa ses yeux. « Vous allez me l'enlever. »« Non, » répondit François doucement, en s'agenouillant près du lit. « Je vais vous remercier. Vous avez sauvé ma fille. Vous l'avez aimée quand moi je ne pouvais pas. Vous lui avez donné une enfance, une famille, de l'amour. Je vous serai éternellement reconnaissant. » Madame Rose se mit à pleurer silencieusement. J'ai essayé d'être forte pour elle. J'avais perdu ma propre fille 6 mois avant. Un accident de voiture, quand cette femme a amené Sophie, c'était comme si le ciel m'envoyait un ange, même avec la menace, même avec la peur. Je l'ai aimée dès la première seconde. « Je sais, » dit François. « Je le vois, dans ses yeux, dans son cœur. Vous êtes sa mère autant que je suis son père. » Sophie-Émilie serra Madame Rose dans ses bras, et les trois pleurèrent ensemble. Pour les années perdues, pour les mensonges, pour l'amour qui avait survécu malgré tout. Bastien, toujours près de la porte, sentit quelque chose se briser en lui. Cette vieille femme avait vécu 20 ans dans la terreur pour protéger sa sœur. Véronique avait empoisonné tellement de vies avec son acte égoïste. Plus tard dans la matinée, François organisa le transfert de Madame Rose vers une clinique privée près du château. Les meilleurs médecins, les meilleurs soins, il ne lésinerait sur rien. « C'est trop », protesta faiblement la vieille femme. « Je peux pas accepter. Vous avez pas le choix », répondit François avec un sourire. « Vous faites partie de la famille maintenant. Et dans cette famille, on prend soin des siens. » Pendant que l'ambulance médicalisée était préparée, Bastien sortit prendre l'air. Sophie-Émilie le rejoignit sur le perron, s'asseyant à côté de lui sur les marches usées. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Bastien rit amèrement. « Honnêtement, je sais même plus, il y a 3 semaines, j'étais un connard égoïste qui gaspillait sa vie. Maintenant j'ai une sœur. Ma tante est une criminelle. Et toute ma vision du monde s'est effondrée. Bienvenue au club, » répondit Sophie-Émilie. Moi aussi je sais plus trop qui je suis. Ils restèrent silencieux un moment, regardant le soleil se lever sur les champs rouges d'Occitanie. « Tu te souviens quand tu m'as presque embrassée ?» dit Sophie-Émilie doucement, dans le jardin. Bastien se crispa. « J'essaie d'oublier. T'en fais pas. Je crois que quelque chose en nous savait. Le corps reconnaît le sang, même quand l'esprit est perdu. Ouais, ça rend pas la chose moins flippante. » Sophie. Émilie posa sa tête sur son épaule. « On va s'en sortir, frangin. On va apprendre à être une famille. » Bastien sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'avoir un but, de ne plus être seul. « Ouais, frangine, on va s'en sortir. » De retour au château en fin d'après-midi, François convoqua ses avocats. Il était temps de régler la question de Véronique. Légalement, définitivement, mais avant, il voulait lui parler une dernière fois. Il la trouva dans ses appartements, en train de faire ses valises. Elle se retourna quand il entra, son visage un masque de résignation. « Venue pour la sentence ?» demanda-t-elle. « Venue pour comprendre », répondit François. « Vraiment comprendre. Pas les actes. Ça, je les connais maintenant. Mais toi, ma petite sœur, comment t'es devenue ça ?» Véronique s'assit lourdement sur son lit.
Tu te souviens de maman ? Bien sûr. Elle te préférait toujours, tout le temps. T'étais l'héritier, le brillant François. Moi j'étais juste, la fille, celle qui comptait pas. Papa était pareil, et quand tu as eu Sophie, c'est devenu encore pire. Cet enfant avait plus d'amour en une journée que j'en ai eu en 30 ans. Donc c'était de la jalousie, c'est ça ta justification ? Non, s'emporta Véronique. Y a pas de justification. C'est de l'explication. Tu m'as demandé de t'expliquer. La jalousie, c'était juste la surface. En dessous, il y avait des années de sentiments d'inexistence, de ne jamais être assez, de ne jamais compter. François s'assit à côté d'elle. Épuisé, j'aurais pu t'aider. Si tu m'avais parlé, me parler à toi. T'étais tellement dans ta bulle de perfection. Comment j'aurais pu te dire que je me sentais invisible quand toi tu brillais partout ? Alors t'as préféré détruire ma vie. J'ai pas préféré. J'ai craqué. Un instant de folie qui s'est transformé en 20 ans de mensonges parce que j'étais trop lâche pour assumer. François se leva. Tu vas être destitué de tous tes postes dans l'entreprise. Tu perdras ton accès au compte. Tu n'auras plus aucun rôle dans la famille Delcourt. Je sais. Je porte pas plainte au pénal. Pas pour toi, pour nous. Pour épargner à Sophie et Bastien un procès médiatique. Mais tu quittes le château, définitivement. Véronique hocha la tête, acceptant sa sentence. Et Madame Rose ? Quoi, Madame Rose ? Elle mérite des excuses de ma part, même si elles changeront rien. François la regarda longuement. Je lui transmettrai, mais je pense pas qu'elle veuille te voir. Véronique se leva et tendit la main vers son frère. François hésita, puis la serra brièvement. Adieu François. Adieu Véronique. Elle quitta la pièce, et avec elle une partie de l'histoire de la famille Delcourt. François resta seul, regardant par la fenêtre le domaine qu'il avait bâti. Tout avait un prix. Tout, ce soir-là, la famille se réunit dans le salon. François, Sophie, Émilie, Bastien, pas de dîner formel, juste des sandwichs et du thé, assis par terre devant la cheminée comme des gamins. « On fait quoi maintenant ?» demanda Bastien. « On reconstruit », répondit François. « Une vraie famille, sans secret, sans mensonge. » Sophie Émilie leva sa tasse. À la famille, celle qu'on choisit et celle qu'on retrouve, ils trinquèrent. Et pour la première fois depuis des décennies, le château Delcourt résonna de rires sincères. Le passé avait été terrible, mais l'avenir, enfin, semblait lumineux. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. François avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration dans la grande salle de conférence aux murs lambrissés. Une vingtaine de personnes attendaient. Curieuses et inquiètes, les rumeurs circulèrent déjà. La fille disparue, le scandale familial, la destitution imminente de Véronique. François se leva, le visage grave mais déterminé. « Mesdames, messieurs, je vous ai réunis pour vous annoncer plusieurs changements majeurs dans la structure de notre entreprise. » Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Véronique Delcourt est démise de ses fonctions de directrice financière avec effet immédiat. Elle ne fera plus partie du conseil d'administration et n'aura plus aucun accès aux comptes de l'entreprise. Un murmure parcourut la salle. François leva la main pour réclamer le silence. Les raisons de cette décision sont d'ordre privé et familial. Je ne m'étendrai pas sur les détails, mais sachez qu'elles sont irrévocables. Madame Delcourt a accepté sa destitution sans contestation. Un des membres du conseil, un homme âgé aux cheveux blancs, se leva. François, avec tout le respect que je vous dois, Véronique gérait nos finances depuis 15 ans, qui va. Mon fils, Bastien Delcourt, sera nommé co-directeur général à mes côtés. Il prendra en charge la transition et travaillera avec nos équipes pour assurer la continuité. Tous les regards se tournèrent vers Bastien. Assis au fond de la salle, le jeune homme qu'ils avaient toujours vu comme un playboy irresponsable. Les sceptiques ne manquaient pas. Bastien se leva, le cœur battant. Il n'avait jamais pris la parole devant le conseil. Il avait toujours évité ce genre de responsabilité. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. « Je sais ce que vous pensez », commença-t-il d'une voix claire. « Le fils prodigue qui a gaspillé sa vie revient jouer les patrons. Je comprendrais que vous doutiez de moi. J'ai douté de moi-même pendant des années. » Il marqua une pause, regardant son père qui lui fit un signe d'encouragement. « Mais j'ai appris quelque chose récemment. Le privilège sans but, c'est une prison. J'ai vécu dans le luxe toute ma vie, sans jamais comprendre d'où ça venait, sans jamais respecter le travail que ça représentait. Aujourd'hui,
Je veux changer ça. Pas juste pour moi, pour cette entreprise, pour les gens qui dépendent d'elle. Le silence dans la salle était palpable. François sentit une bouffée de fierté monter en lui. Son fils devenait enfin l'homme qu'il avait toujours espéré. Je proposerai dans les semaines à venir un programme de développement durable et de soutien aux agriculteurs locaux. On a les moyens de faire mieux, de faire plus, et je compte bien m'y atteler. Quand il se rassit, plusieurs membres du conseil applaudirent. Pas tous, mais c'était un début. Sophie Émilie, elle, faisait face à son propre dilemme. Dans le bureau de François, plusieurs documents étaient étalés devant elle. Des contrats, des testaments, des papiers légaux qu'elle ne comprenait qu'à moitié. « Tu es l'héritière légitime », expliquait l'avocat de la famille, en tant que fille aînée de François Delcourt. « Tu as droit à une part substantielle de la fortune et de l'entreprise. » Sophie Émilie regarda les chiffres. Des millions, des dizaines de millions. De quoi vivre sans vie dans le luxe. Elle pensa à Madame Rose, alitée dans la clinique privée à quelques kilomètres de là. Elle pensa à la petite ferme d'Occitanie, à la terre rouge sous ses pieds nus, aux mains calleuses qu'il avait élevées. « Je veux pas », dit-elle finalement. L'avocat cligna des yeux, incrédule. « Pardon, je veux pas de l'héritage, enfin, pas comme ça. Je veux être reconnue comme sa fille. Je veux porter le nom Delcourt, mais l'argent. Les parts de l'entreprise, ça m'intéresse pas. » François se pencha en avant, inquiet. « Sophie, réfléchis bien, c'est ton droit. Personne peut te l'enlever. Justement, c'est mon droit. Donc c'est mon choix. Et je choisis de pas le prendre. » Elle se tourna vers son père. « Je suis pas revenue pour l'argent. Je suis revenue pour toi, pour Bastien, pour comprendre qui j'étais. Maintenant je le sais. Ça me suffit. Mais tu mérites. Je mérite une famille. Le reste, c'est juste du bonus. » L'avocat semblait complètement dépassé. François sentit les larmes lui monter aux yeux. « T'es vraiment ma fille », murmura-t-il, têtue et courageuse. Sophie Émilie sourit. « Par contre, j'aimerais créer une fondation avec une partie des fonds de l'entreprise pour aider les jeunes agriculteurs, pour transformer la ferme de Maman Rose en centre de formation, pour redonner à ceux qui en ont besoin. » François hocha la tête, ému. « Considère que c'est fait. » Le soir même, Bastien frappa à la porte de Sophie Émilie. Elle était dans sa chambre, regardant par la fenêtre le domaine s'étendant sous le clair de lune. « Ça va ?» demanda-t-il en s'installant à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre. « Je pensais à tout ce qui s'est passé. Il y a un mois, j'étais une paysanne anonyme qui se battait pour sauver une ferme. Maintenant, je suis l'héritière d'un empire que je veux pas. Tu regrettes ?» Sophie Émilie réfléchit longuement avant de répondre. « Non, pas une seconde. Même avec toute la douleur, tous les mensonges. J'ai retrouvé mon père. J'ai trouvé un frère. J'ai compris qui j'étais vraiment. T'es quelqu'un de bien, dit Bastien. Quelqu'un de meilleur que nous tous réunis. Arrête, t'es pas si nul que ça. Bastien rit. Tu m'as sauvé, tu sais. Avant que t'arrives, j'étais perdue. Je gaspillais ma vie parce que j'avais l'impression qu'elle servait à rien. Maintenant j'ai un but. C'est quoi ? Être le genre de frère que tu mérites. Le genre d'homme que papa aurait dû avoir comme fils depuis le début. Sophie Émilie lui prit la main. T'as toujours été ce fils. Vous aviez juste besoin de vous voir vraiment. Un coup discret à la porte les interrompit. François entra, l'air grave. « Y a quelque chose que vous devez savoir, Madame Rose. Les médecins disent qu'elle a encore quelques semaines, peut-être un mois. Son cœur est trop faible pour une opération. » Sophie Émilie ferma les yeux, la douleur lui coupant le souffle. « Je veux passer ce temps avec elle, chaque minute. »« On sera là aussi, » promit François. « Elle fait partie de la famille. » Les jours suivants, Sophie Émilie ne quitta pratiquement pas le chevet de Madame Rose. Elle lui lisait des histoires, lui parlait de ses souvenirs retrouvés, lui tenait la main pendant des heures. Un après-midi, alors que le soleil inondait la chambre de la clinique, Madame Rose ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Tu sais ce qui me rend heureuse ?» murmura-t-elle. « Quoi, maman ? De savoir que tu seras pas seule. Tu as ton vrai père maintenant, ton frère, une vraie famille. T'es ma vraie famille aussi, toujours. Je sais, ma petite, mais je peux partir en paix. J'ai tenu ma promesse. Je t'ai élevée, je t'ai aimée, et maintenant tu es là où tu dois être. » Sophie Émilie posa sa tête contre la main fragile de la vieille femme. « Tu m'as sauvée.
même avec la peur, même avec les menaces. Tu m'as donné plus d'amour que beaucoup d'enfants en reçoivent dans toute leur vie. Ah, c'était facile, t'étais tellement facile à aimer. Madame Rose ferma les yeux, épuisée mais sereine. Dis à François, dis-lui merci pour avoir accepté de partager. Beaucoup d'hommes auraient été jaloux, lui, il a été généreux. Je lui dirai. Et Sophie Émilie? Oui, pardonne à Véronique. Un jour, pas maintenant, mais un jour. La haine, c'est un poison qui te détruit plus qu'elle. Sophie Émilie ne répondit pas. Pardonner à la femme qui avait volé 20 ans de sa vie, c'était demander l'impossible. Mais en regardant le visage paisible de Madame Rose, elle se dit que peut-être, un jour lointain, elle y arriverait. Ce soir-là, François réunit toute la famille, Sophie Émilie, Bastien, et même le personnel du château qui avait servi les Delcourt pendant des décennies. « Je veux que vous rencontriez officiellement ma fille », annonça-t-il. Sophie Émilie Delcourt, après 20 ans, elle est revenue, et elle ne partira plus jamais. Les applaudissements emplirent le salon. Des larmes, des sourires, des embrassades. Pour la première fois depuis si longtemps, le château résonnait de joie sincère. Bastien leva son verre. À Sophie Émilie, qui nous a appris que la vraie richesse, c'est pas l'argent, c'est la famille qu'on construit et l'amour qu'on partage. À la famille, répétèrent-ils tous en chœur, et dans la clinique à quelques kilomètres de là, Madame Rose entendit les échos de cette joie et sourit dans son sommeil. Sa mission était accomplie. Sophie était enfin chez elle. 3 mois plus tard, l'automne avait peint la Provence de couleurs chaudes. Or, rouge, ocre. Les vignes du domaine Delcourt ondulaient sous la brise légère, leurs feuilles bruissant comme des applaudissements discrets. Véronique était partie sans bruit un matin de septembre. Une seule valise, un taxi anonyme, et elle avait disparu de leur vie comme elle y avait été. Présente mais invisible, François avait reçu une lettre quelques semaines plus tard. Postée de Suisse, pas d'excuses supplémentaires, juste une adresse où la contacter en cas d'urgence, et une phrase « Je passerai le reste de ma vie à porter ce que j'ai fait. C'est ma seule pénitence possible. » François avait classé la lettre sans répondre. Certaines blessures prenaient du temps à cicatriser. Peut-être qu'un jour, il trouverait le pardon. Mais pas aujourd'hui. Madame Rose s'était éteinte paisiblement 3 semaines après la révélation. Entourée de Sophie Émilie, François et Bastien. Ses derniers mots avaient été simples. « Merci d'avoir fait de moi une maman. » Il l'avait enterrée dans le petit cimetière près de la ferme d'Occitanie, sous un chêne centenaire. Sur sa pierre tombale, Sophie Émilie avait fait graver « Rose Morel, mère, protectrice, héroïne silencieuse. Tu as aimé quand c'était dangereux. Tu as protégé quand tu avais peur. Tu es ma mère pour toujours. » Ce matin-là, Sophie Émilie se réveilla dans sa chambre du château, celle qui avait été la sienne quand elle avait 5 ans, restaurée et réaménagée pour la femme qu'elle était devenue. Les murs roses avaient fait place à un beige doux, l'ourson borgne, Gaston, trônait toujours sur une étagère, témoin silencieux du temps retrouvé. Elle descendit à la cuisine et trouva Bastien déjà attablé, plongé dans des dossiers financiers, une tasse de café fumante à côté de lui. « Tu bosses un dimanche matin ?» le taquina-t-elle. « Il y a un projet qui me tient à cœur », répondit-il en levant les yeux. « Le centre de formation agricole. On inaugure dans 2 semaines. » Sophie Émilie sourit. La ferme de Madame Rose avait été transformée en centre d'apprentissage pour jeunes agriculteurs sans ressources, financé par la fondation que Sophie Émilie avait créée, gérée par Bastien qui y consacrait maintenant l'essentiel de son temps. Le playboy irresponsable avait laissé place à un homme investi, passionné. Il avait même arrêté de boire, remplacé les soirées mondaines par des réunions avec des agronomes et des experts en développement durable. « Papa dort encore ?» demanda Sophie Émilie. « Tu rigoles. Il est dans les champs depuis 6 heures du matin. Il veut vérifier personnellement les nouvelles plantations. » François avait changé aussi. Il souriait plus, parlait plus, comme si retrouver Sophie avait déverrouillé quelque chose en lui qui était resté fermé pendant 20 ans. Il avait même recommencé à jouer du piano. La berceuse de Sophie résonnait maintenant régulièrement dans le salon. Vers midi, toute la famille se retrouva pour le déjeuner dans le jardin. La table était dressée sous la pergola, couverte de plats simples mais délicieux. François avait insisté pour cuisiner lui-même.
Une omelette aux herbes fraîches, du pain artisanal, de la salade du potager. Tu sais que t'aurais pu laisser le chef s'en occuper, fit remarquer Bastien en s'installant, et rater l'occasion de nourrir mes enfants de mes propres mains. Jamais de la vie. Sophie-Émilie rit. Ce genre de moment, ordinaire, simple, empli de chaleur, était en ceux qu'elle chérissait le plus. Pas les dîners formels, pas le luxe ostentatoire, juste une famille autour d'une table. J'ai reçu l'appel des notaires ce matin, annonça François. Le mariage arrangé a été officiellement annulé. Tous les documents sont détruits. Bastien et Sophie-Émilie échangèrent un regard amusé. Tu t'imagines si on s'était vraiment mariés ? Dit Bastien, avant de savoir. Ça aurait fait un sacré scandale, répondit Sophie-Émilie en frissonnant. Heureusement que quelque chose nous a arrêtés à chaque fois. Le sang reconnaît toujours le sang, murmura François. Même quand l'esprit ne se souvient pas, ils mangèrent tranquillement, échangeant des nouvelles, des projets, des rires. Pour la première fois depuis des décennies, le château d'Elcourt abritait une vraie famille. L'après-midi, François proposa une promenade dans les vignes. Les trois Delcourt marchèrent côte à côte entre les rangées de vignes chargées de raisins mûrs. « J'ai pris une décision », annonça François. « Je vais me retirer progressivement de la direction de l'entreprise. » Bastien s'arrêta net. « Quoi, papa ? T'as que 55 ans ?»« Justement, j'ai perdu 20 ans à chercher ma fille. Je veux pas perdre les 20 prochaines à travailler sans répit. Je veux profiter de vous, de cette famille qu'on reconstruit. » Il regarda ses deux enfants avec une tendresse infinie. « Bastien, tu es prêt. Tu as prouvé ces derniers mois que tu avais la vision, le courage et l'intégrité nécessaires. L'entreprise sera entre de bonnes mains. Et moi ?» demanda Sophie-Émilie. « Toi, tu vas diriger la fondation, transformer des vies comme la tienne a été transformée, redonner aux gens ce qu'on leur a pris, l'espoir, les opportunités, la dignité. » Sophie-Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Papa, et surtout, continua François en leur prenant les mains à tous les deux, on va être une famille, une vraie famille, pas parfaite, mais vraie. » Alors que le soleil commençait à décliner, ils s'installèrent sur une colline qui dominait tout le domaine. Le château brillait au loin, majestueux mais accueillant. Les champs s'étendaient à perte de vue, dorés sous la lumière du crépuscule. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda François à Sophie-Émilie. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs remonter. « Oui, on venait ici. Tu me portais sur tes épaules. Je me sentais au sommet du monde. Tu l'es, ma chérie. Tu l'as toujours été. » Bastien s'éclaircit la gorge, ému. « Je veux dire un truc, ces derniers mois. Vous m'avez appris ce que veut dire être vivant. Vraiment vivant. Pas juste exister, pas juste consommer, mais contribuer, aimer, appartenir. T'as toujours appartenu, » dit François. « J'ai juste été trop aveugle pour te le montrer. On arrête de se flageller sur le passé, » intervint Sophie-Émilie. « Le passé a été ce qu'il a été. Douloureux, merdique même. Mais il nous a menés ici, et ici, c'est pas si mal. » Elle se leva et tendit les mains à son père et son frère. Ils se levèrent aussi, formant un cercle indestructible. « Je propose un pacte, » dit-elle. « Plus de secrets, plus de mensonges. On se dit tout, on s'aime dans nos défauts, on se soutient dans nos échecs, et on célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Marché conclu, » dit Bastien. « Pour toujours, » ajouta François. Ils scellèrent leur promesse par une accolade à trois, leurs silhouettes se découpant contre le soleil couchant. Plus tard, alors que la nuit tombait, François sortit pour la dernière fois la photographie décolorée de Sophie enfant. Il la regarda longuement, se souvenant de la douleur qui l'avait accompagnée pendant 20 ans. Puis, avec un sourire paisible, il la rangea dans un tiroir. Il n'en avait plus besoin. Sophie n'était plus un fantôme, un souvenir figé dans le temps. Elle était là, vivante, réelle, imparfaite et magnifique. Dans le salon, Sophie, Émilie et Bastien jouaient aux échecs en se chamaillant comme des gamins. Leurs rires résonnèrent dans le château, chassant les dernières ombres du passé. François s'installa au piano et commença à jouer. Pas la berceuse de Sophie, non. Une nouvelle mélodie. Une mélodie d'espoir, de renouveau, de famille retrouvée. Sophie-Émilie leva les yeux et sourit. « Continue à jouer, papa. C'est magnifique. » Et François continua, ses doigts dansant sur les touches, son cœur enfin en paix. Le passé ne faisait plus mal. Les cicatrices restaient,
bien sûr, mais elle racontait maintenant une histoire de survie, de résilience, d'amour qui avait vaincu le temps et la distance. Dans le ciel de Provence, les étoiles commençaient à briller. Une nouvelle constellation familiale s'était formée. Imparfaite, complexe, mais inébranlable, le château Delcourt n'abritait plus des fantômes et des regrets. Il abritait une famille, enfin, et c'était plus que suffisant, c'était tout.